Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une réalisatrice, journaliste d'investigation, Anne-Laure Bonnel, qui est allée en Ukraine, qui a passé du temps là-bas et en fait, ça ne date pas, on va dire, de ce conflit actuel. Bonjour Anne-Laure et merci de venir sur le plateau de François pour essayer de donner une information libre, éclairante et loyale à nos téléspectateurs. Bonjour, merci de me recevoir. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit peu un retour en arrière. C'est comment quelqu'un comme vous se retrouve à s'intéresser à l'Ukraine. Parce que je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, alors c'est une longue histoire, en effet, qui a commencé tout d'abord par un facteur qui n'a absolument rien à voir à l'Ukraine. En 2014, je remporte un concours chez France Télévisions, le TV Lab. J'acquiers ainsi une petite renommée médiatique. Un Ukrainien me reconnaît dans la rue, me demande si j'ai entendu parler de l'Ukraine et du Donbass. J'avais très peu d'informations, je pense comme beaucoup de personnes. Il me montre des images, je suis très étonnée, je vois des images assez accablantes sur des conditions, des combats, etc. Enfin, en tout cas, une tension que je n'avais pas découverte dans nos médias. Ça attise ma curiosité, je fais des recherches. Cette personne me demande, puisqu'elle s'occupe entre autres d'humanitaire, étant donné que c'est une Ukrainienne, d'humanitaire sur place, si je serais intéressée de partir. À ce moment-là, je rencontre un producteur français. Il est intéressé par le sujet, je lui montre les images que j'ai vues, etc. Il me dit « Ouais, super sujet ». J'engage un réalisateur, je ne citerai pas son nom, connu. Le réalisateur signe pour le film et moi, on m'envoie là-bas pour tourner des images afin de rédiger un dossier pour le CNC, le Centre national de la cinématographie, pour obtenir des budgets de financement. Donc ça, c'est une forme très classique de fonctionnement, etc. On fait un film documentaire, on cherche de l'argent, donc on part là-bas en repérage. C'est moi qui suis chargée de ces repérages. Je pars là-bas, j'arrive avec une petite caméra, etc., évidemment pour capter des images et prendre des photos pour le dossier, pour convaincre d'obtenir des financements. Et là, ça pète. Ça pète, je m'y attendais pas, ça bombarde. Mon arrivée est chaotique, tout le monde suit l'Ukraine, ça bombarde, la ville, j'arrive dans Donetsk, c'est ravagé. Je reste une quinzaine de jours dans le but de faire mon dossier. Là, j'ai une quantité énorme, je ramène les images au producteur, il me dit c'est génial. Le réalisateur voit les images et il me dit écoute Anne-Laure, c'est trop violent pour moi. En plus, il faisait moins 20 degrés à ce moment-là. Il me dit je suis un peu âgé, moi je me sens pas de partir, je prends plus le projet. Le producteur voit les images, il me dit écoute Anne-Laure, ce que tu as tourné, moi ça me convient, est-ce que ça te dit de tourner ce documentaire ? Et je lui dis, écoute, ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Il faut quand même savoir qu'avant de partir pour l'Ukraine, j'ai travaillé pendant des années dans des maisons de production où j'ai été auteur de films documentaires. J'ai travaillé sur les stratégies de communication cinématographique ou documentaire pour plusieurs maisons de production, pour France Télévisions. J'enseignais depuis 2007 la conception et l'écriture de reportages, de films documentaires à l'université de la Sorbonne. J'ai enseigné à l'INA, j'ai enseigné dans des écoles de journalisme. Donc, c'était mon premier tournage, mais je baignais dans la conception, l'enquête, le travail d'investigation depuis de nombreuses années. Voilà. Donc je me retrouve en Ukraine, je reviens, les images plaisent, plus personne ne veut tourner le film parce qu'on se rend compte que oui, c'est très tendu. Dès mon premier jour d'arrivée, il y a une image qui est restée célèbre de ce documentaire. C'est un arrêt de bus qui est touché. Plusieurs blessés, des morts, etc. Et tout le monde était effrayé parce que je pense que j'étais pas la seule en fait à découvrir ce qui se passait en direct déjà à Donetsk. Le producteur, les chaînes de télé qui suivaient à l'époque le projet, parce qu'il faut aussi savoir que ce projet était destiné à une chaîne de télévision que je ne citerai pas, qui a eu des visionnages en chaîne de télévision. Donc, les chaînes voient les images, ils voient les rushs, comme ça se fait habituellement, et tout le monde est là, waouh, ça pète. Oui, ça pète. Et donc, j'y suis retournée à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs voyages, j'en ai fait 3
de 2015 à 2016, en 2015, pardon, jusqu'en juin 2015, je crois, à peu près, on perd un peu dans les dates. Et j'ai suivi l'évolution après accord de Minsk II, et j'ai pu constater à travers des images que, il y avait de vives tensions. Alors, je nie pas que les tensions avaient lieu des deux côtés, c'est-à-dire que ça pétait côté séparatiste, mais ça pétait également de l'autre côté. Bon, il s'avère que j'ai demandé à pouvoir tourner de l'autre côté, je n'ai jamais eu l'autorisation, jamais. Et même en 2022, vous voyez, donc je n'ai ramené les images que d'un côté. En revanche, ce qui n'a pas été dit, c'est que le gouvernement, et je ne peux pas le dire autrement, et je sais que c'est très peu audible et que ça gêne beaucoup, le gouvernement ukrainien a violemment bombardé sa population. Oui, il y a eu beaucoup plus de morts militaires, c'est clair. Déjà en 2014, on dénombrait 14 000 morts, à peu près, entre 13 et 14 000, ce qui me semble déjà énorme. Davantage de militaires, c'est indéniable, mais il y a eu des civils, je les ai filmés. Des deux côtés, je les ai filmés. Or, ce que l'on a nié, c'est que Kiev tirait sur sa population. Qu'il y a eu des soutiens russes, je ne le nie pas, il y avait des soutiens américains de l'autre côté. Il y a eu des soutiens. C'était déjà international, ce conflit. C'était déjà complexe. Mais ça a toujours été complexe, bien avant 2014. On n'a qu'à remonter depuis 2004 pour voir que c'était complexe. Les révolutions orange. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je travaille en open source. Alors, pour le grand public, c'est-à-dire que j'ai accès sur Internet, je fais de la veille, je cherche, je me documente à travers des rapports qui sont accessibles sur Internet, des rapports français, occidentaux, je le précise, parce que bien sûr. J'écoute des experts, géopolitologues, politologues, je me renseigne à travers des conférences ou des rencontres de l'école de guerre, école militaire, etc. Tout ce que je vous dis là avait déjà été analysé depuis minimum 91. Donc c'était connu pour les pouvoirs publics. Mais évidemment, c'était connu, puisque si moi j'ai accès à cela... Pas du grand public, mais des pouvoirs publics. Bien sûr. De nombreuses personnes en ont parlé, ont écrit des rapports. Monsieur Védrine avait fait un travail extraordinaire sur la complexité de cette situation, et ce depuis des années. On a eu des rapports également d'Amnesty International sur les exactions dès 2014, des deux côtés, j'insiste bien, des deux côtés, mais d'une rare violence. Et il ne faut pas oublier aussi qu'avant même que la guerre éclate, il y avait déjà des tensions entre ceux que l'on dit pro-russes et ceux que l'on dit pro-Kiev, avec l'incendie à Odessa, qui n'a toujours pas été jugé. 48 blessés, 48 morts, brûlés vifs, dans une manifestation qui a dérapé entre pro-russes et pro-Maïdan. Rien n'allait. Il y avait des tensions énormes. Maïdan, il y avait la présence américaine, ça ne choque personne. Mais enfin, si demain vous faites une manifestation en France et que vous vous retrouvez avec un représentant américain, je ne sais pas moi, avec les Gilets jaunes par exemple, et que vous avez la CIA qui débarque sur votre territoire, je pense que certains journalistes se poseraient quelques questions, ne serait-ce qu'en termes d'ingérence. Alors, il y a une ingérence russe et il y a une ingérence américaine. Donc, voilà. Donc, il y a une forme de guerre froide qui bien sûr, qui est latente et visible, sensible. On la sent quand on va sur le terrain, quoi. On la sent, et surtout si on prend la peine de regarder un petit peu et de faire des recherches, elle est en open source. Vous tapez, Le Monde Diplo avait fait un super boulot là-dessus. Vous avez énormément de matière, de livres, d'experts, de géopolitologues qui se sont exprimés sur la situation. Il y a une gestion de l'après-guerre froide qui est très complexe. C'est une zone qui est un jeu de go entre de grandes puissances. Le découvrir le 24 février 2022, moi, je tombe de ma chaise. Voilà, je tombe de ma chaise. Je me demande comment on peut être amnésique à ce point-là. Vous tombez de votre chaise, mais donc vous avez un professionnalisme, comme vous dites, vous vous renseignez, vous faites des investigations, vous regardez. Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez de votre chaise? En fait, vous décidez de dire ce que vous voyez, de raconter ce que vous voyez. Et c'est ce moment-là où, en fin de compte, les choses commencent à devenir difficiles. Non, parce que figurez-vous, ce que je vous dis là, avant, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, quand on écrit un film documentaire, avant, il y a un travail de préparation avant de partir sur place. Donc, on se renseigne. Moi, j'appelle ça une phase de recherche
intellectuelle. On croise les informations, on croise les problématiques, on se renseigne. Donc, on accumule tout un savoir pour comprendre les enjeux, essayer de problématiser un maximum. Donc, quand j'arrive sur place, moi, je fais le choix pour que le film passe auprès du grand public, parce que mon objectif est de toucher un maximum de personnes. Je fais fi de ces enjeux géopolitiques que je laisse aux experts. Là, je n'ai pas eu le choix, je vais y revenir. Là, j'ai dû m'exprimer sur ces questions, mais mon travail ne reposait jusqu'en 2022 uniquement sur les civils. Là, on ne m'a pas laissé le choix. Je savais tout ça. Mais mon but est de montrer que la guerre était violente des deux côtés, qu'il y avait d'abord eu une crise dès 2014, une guerre civile dont on a très peu parlé, qui est devenue une guerre aujourd'hui, le 24 février 2022. Mais quand on part sur place, moi, mon souhait, c'était simplement de rendre compte de la barbarie de la guerre. Si vous regardez mes films, ils s'attachent toujours à... C'est la barbarie, en fait, c'est voilà, le principe. La barbarie. Pour qu'elle soit de façon universelle et qu'elle soit condamnable sur tous les fronts. D'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue respect des droits. Tout à fait. Droits humains. Maintenant qu'ils sont extrêmement galvaudés, parce que c'est un terme valide, donc il faudra revenir là-dessus. C'est même un terme que je n'aime pas trop employer parce qu'il sert souvent des causes qui sont loin d'être nobles, mais ça a été l'objectif de mon travail. Or, avec la pression médiatique qu'il y a eu le 24 février sur ce conflit, je n'ai eu d'autre choix que de m'exprimer sur ces questions-là, qui ont cruellement manqué sur les plateaux télévisés. Parce qu'on ne peut pas comprendre le 24 février 2022 sans revenir à minima sur un passé qui est assez proche et qui est clair et qui met en lumière, qui met en perspective et qui ne légitime pas. Le but, je n'ai jamais légitimé l'invasion russe. Bien au contraire, quand je reste sur les civils, c'est pour montrer toute la cruauté et la barbarie et la tragédie que représente une guerre, parce que ce sont des gens qui meurent, ce sont des gens qui souffrent aussi bien au niveau militaire. Si vous connaissez mon travail, quand j'ai été dans le Haut-Karabakh, j'ai filmé des soldats qui ont énormément souffert et j'étais dans les hôpitaux. Donc je sais que la guerre, ça tue et des hommes et des soldats, mais également des civils. C'est pour ça que je m'attache à eux. Mais là, avec une telle pression, j'ai dû m'exprimer sur des sujets géopolitiques qui, eux, malheureusement, et je pense que ça a énormément nui, parce que dans le journalisme et dans notre profession, le débat contradictoire, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc oui, il a fallu remettre sur table ces enjeux géopolitiques qui n'ont absolument pas été traités sur les plateaux de télévisés, pas suffisamment, mais qui permettent de prendre de la hauteur et peut-être de prendre de justes décisions. Alors, on va y revenir. Juste une petite question. Quand vous présentez à l'origine vos rushs, votre recherche sur le terrain, et qu'on vous dit non, c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop violent ces images, est-ce que c'est pas déjà une première forme de censure ou de non-transfert de l'information au respect d'une forme de déontologie, c'est-à-dire de dire ce qu'on voit, de raconter ce qu'on voit et de ne pas s'auto-censurer? Oui, mais alors comment vous expliquez ça, vous? Parce que moi, je n'ai toujours pas d'explication. Oui. Je ne demande pas l'explication, mais en tout cas, c'est déjà comment vous l'avez pris à ce moment-là, parce que... Alors, c'est pas nouveau. Moi, déjà, avec le Haut-Karabakh, tous ceux qui ont vu mes images, je ne citerai pas de chaîne de télévision, tout le monde m'a crié « c'est scandaleux, c'est trop violent, on ne peut pas le montrer, etc. » Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire, on va dire. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus. On peut s'arrêter sur cet élément-là. Et c'est quelque chose qui est une constante dans les médias pour vous? En fait, c'est pas nouveau, puisque vous... Malheureusement, oui. Mais est-ce que c'est spécifique à l'Ukraine? Non. Donc c'est on va dire c'est un principe généralisé. Il y a des zones de non-droit. Écoutez, j'ai commencé, j'ai travaillé dès 2010 dans les maisons de production pour les plus grandes chaînes en tant que co-auteur. Et déjà, les producteurs avec qui je travaillais, qui sont des producteurs de grande renommée, dans tous nos débriefs, attention, cette question-là, on ne peut pas l'aborder. Ah, attention, là, ça ne va pas faire assez d'audimat. Ah non, ça, c'est trop triste. Non. Ça, non, ce n'est pas le moment. Il y a une autocensure. Je ne sais pas d'où elle vient. Là, pour le coup, elle ne venait pas nécessairement des chaînes. Elle venait de la part des producteurs eux-mêmes en disant non, là, on ne propose pas ce sujet, ça ne passera pas. Alors, juste, vous êtes réalisatrice. Quand on regarde des séries télévisées sur Netflix, on voit des scènes qui sont très violentes parfois. Donc, on a scénarisé cette violence. Mais on sait que c'est fictif. Là, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'on scénarise de manière fictive et ce que vous voyez sur le réel, sur le terrain? Est-ce qu'il y a un décalage?
Écoutez, oui. Alors, ce que je vois, moi, dans les séries Netflix, c'est qu'on a beaucoup de héros, hein, de surhommes, etc. Mais la réalité du terrain est tout autre. La réalité du terrain, il y a de très belles choses qui se passent, très paradoxalement. Mais il y a surtout beaucoup d'horreur, beaucoup de peur. C'est ça que vous voyez. Et ça, on le voit rarement. Si on le voit dans le grand cinéma. Il n'y a pas de grand cinéma sur Netflix, hein, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de séries, mais enfin, désolé On pour peut ça. parler du grand Ouais, cinéma ouais. aussi. Donc, Mais la guerre, c'est quoi? Vous allez voir la peur dans le regard des gens. Vous allez voir beaucoup de silence. Vous allez voir de l'incompréhension. Vous allez voir de l'entraide également. Il se passe des choses, voilà. c'est ce que vous essayez de rapporter dans vos reportages. Quoi, oui. Ce que vous n'allez pas voir, par exemple, moi, ce que j'ai vécu, alors, j'ai pas l'habitude d'en parler, mais quand vous partez sur le terrain, et ça c'est peut-être pas trop mal mis en scène dans certaines séries, mais en 2015, j'ai été arrêtée 3 fois, mise en joue 1 fois, arrêtée 3 fois pour des interrogatoires de 12 heures, 13 heures. Les gens qui m'accompagnaient se demandaient si on allait sortir vivant, en pleurs, etc. Parce que quand vous êtes en zone de guerre, il y a une paranoïa ambiancée. Tout le monde se méfie de tout le monde. Alors ça, c'est terrible, parce que quand je suis là-bas, on me prend pour un agent occidental, et quand je suis ici, on me prend pour un agent de l'Est. Vous voyez? Donc je suis en danger. Quand je suis là-bas, non mais c'est infernal. Et ici, je suis en danger également. Mais ça, comment vous l'expliquer? On vit au-delà de la souffrance des gens qui, à mes yeux, moi, c'est ce qui m'importe. J'ai envie de la rendre palpable au grand public. Il y a aussi ce que vous vivez et qui est terrible et que vous ne pouvez pas mettre dans des films parce qu'évidemment, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de le filmer, etc. etc. Mais moi, je suis déjà revenue à plusieurs reprises sur cette question. Mon garde du corps en 2015 qui a été tué de 10 coups de Kalachnikov dans le dos. C'est Amnesty International qui m'a sorti de là. Je les ai appelés, j'étais en interrogatoire, j'ai passé 12 heures dans une cave entourée de militaires qui étaient là, bon, on la tue, on la tue pas, on la tue, on la tue pas, parce que ce jour-là, il y a une dizaine de personnes qui ont disparu. Il n'y avait pas que mon garde du corps, il y a eu des chefs militaires. Nous étions à 300 mètres de la ligne de front, à Pervomaïsk. Donc il y a eu un état de paranoïa énorme. Et moi, en tant qu'occidental, évidemment, pour les gens qui étaient là-bas, les locaux, ils se sont dit, bon, c'est elle qui a été un indique, qui a balancé les positions, et tout le monde s'est fait rafler. Et c'est ça qui s'est passé, mon garde du corps s'est fait rafler, mais il y a également eu des chefs de bataillon, etc. etc. Donc, ça, est-ce que c'est retranscrit dans des... vous voyez, ces choses-là, c'est propre à des zones de guerre. Je n'ai pas vu de film qui raconte ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a plus de règles en zone de guerre. Tout le monde se méfie de tout le monde, et à juste raison d'ailleurs. Parce que avec les semaines qui passent, la pression, comment accorder sa confiance, surtout dans une guerre civile? Je pense que c'est la chose la plus déroutante pour les individus. Vous pouvez être trahi par votre voisin, etc. Enfin, vous le connaissez aussi bien que moi. C'est ravageur sur la psyché. Donc, bon, voilà, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Les interrogatoires qui durent et qui durent. Des paranoïas, des gens qui vont sortir de voiture, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, armés, vous ne savez pas de qui il s'agit, si ce sont des milices, si ce sont des Ukrainiens, si ce sont des gens de République autonome, si ce sont des Russes, vous ne savez pas, si ce sont des Américains, tout est possible, qui arrivent, c'est des zones de non-droit, c'est des zones où tout est permis, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. On enterre les morts, il faut quand même savoir qu'on enterre les morts là, il n'y a plus de cimetière, il y a plus tout ça ne fonctionne plus. Et donc vous êtes perçu comme étant un risque quand vous êtes là-bas pour les locaux, et ici vous êtes perçu comme étant un risque, comme vous dites, comme un agent double, on va dire. Mais... Et donc c'est une perception difficile à porter, cet élément-là. C'est-à-dire que quand vous rentrez en France avec toutes ces informations, vous attendez à être débriefé sur ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les gens considèrent, parce que déjà vous y êtes allé, vous avez eu le courage d'y aller, vous avez pris le temps de filmer, peut-être en ayant peur vous-même, en ayant des moments d'appréhension, parce que ça, j'imagine que ces éléments-là sont pas faciles à vivre. Quand vous voyez l'opinion publique en France qui vous jette un peu au lion, comment vous réagissez? J'en veux pas l'opinion publique. Elle peut pas comprendre.
Et tout d'abord, je vais vous dire, c'est surtout, alors l'opinion publique, elle est diverse et variée, mais moi, je dois énormément aux internautes. Énormément. Ils vous ont soutenu? Ah, mais ouais. Ils m'ont soutenu. Donc les réseaux sociaux, c'est une base de soutien psychologique, moral? Énorme. Énorme. Et je les remercie. Et dès que je peux, ils le savent. Voilà, j'arrête pas de leur dire. Oui. J'ai également des gens dans la rue qui, à plusieurs reprises, sont venus me féliciter. Voilà, j'étais très étonnée parce que à travers peut-être certains reportages. Mais je ne peux pas en vouloir à l'opinion publique parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en veux à personne. Mais si, j'en veux à quelques personnes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que autant me sentir en insécurité là-bas. Alors, pour être tout à fait transparente, en 2022, je ne me suis pas sentie en insécurité comme en 2015. En insécurité, oui, de me prendre un obus, une bombe, n'importe quoi, et pas physiquement. Je n'ai pas été arrêtée comme j'ai été en 2016, etc. C'était très différent. Mais aujourd'hui, je me sens en insécurité en France à travers des listes dont personne ne parle, où certains de mes confrères sont, je pense notamment à Boudou, ces listes sont soutenues par certaines personnes qu'on interviewe sur des plateaux de TV publiquement. Et elles ne sont pas du tout remises en cause, ni même critiquées. Et ces listes-là sont un véritable danger. Il y a des informations personnelles des individus, et là je parle uniquement des Français qui se trouvent sur cette liste. On a parfois le passeport, on a les comptes internet, les réseaux sociaux, parfois les numéros de téléphone, les adresses, enfin. Comment vous voulez vous sentir en sécurité avec ça? Il y a une pression dingue. Donc à ces gens qui soutiennent ces listes-là et qui n'en parlent pas, oui, je leur en veux. Oui, eux, je leur en veux. Les internautes, l'opinion publique, je ne peux pas lui en vouloir. Lui en vouloir de quoi? Le gouvernement, vous, au travers de tout ça, il prend ces informations, il vous soutient, ou bien vous êtes totalement laissé libre à l'abandon? Je crois que le gouvernement ne m'apprécie pas beaucoup. Voilà. Je pense qu'on a un petit problème de communication, vieux moi. Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous avez vu sur le terrain en termes d'observation et le narratif qu'on entend. Vous complétez cette information et vous dérangez? Je ne sais pas si je dérange, mais j'aimerais vous dire que j'ai tout fait pour plaire au gouvernement. Et, franchement, avant de partir, bah oui, il faut quand même le dire. J'ai quand même prévenu, j'ai essayé de contacter tout ce que je pouvais en leur disant « Je pars dans le Donbass, je suis là pour vous donner mes images, j'y étais, c'est très compliqué, à mon avis, ça va péter. » C'était avant le 24 février. Quand je disais ça aux gens, ça va péter, je leur disais « Mais arrête, ça va pas péter. » Je leur dis « Écoutez, ça fait 8 ans que je sens que ce truc-là est explosif. À mon avis, quand je vais partir, ça va être explosif. Ça serait bien ne serait-ce que d'analyser ou de faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vu. » Je n'ai eu aucune réponse. Aucune. Pas un encouragement, même pas un message, même pas un coup de téléphone. téléphone. Réponse. J'ai envoyé des SMS, rien. Donc peu importe que vous soyez en sécurité ou pas, que vous soyez... ouais, apparemment. Vous savez, bon, qu'est-ce que je vous dise on va pas se raconter des salades. Je pense que oui, le gouvernement n'aime pas mon travail, c'est une évidence. Non. Oui, avec les pressions que je reçois, j'ai perdu 2 emplois. Enfin, je veux dire, si j'avais eu un soutien, et je pense que il aurait pu faire quelque chose de boulot. Hein. La Sorbonne, pardonnez-moi, bon, je suis obligée de lâcher le morceau. Désolée pour mes collègues qui, eux, n'y sont pour rien. J'ai enseigné là-bas 15 ans. Je suis sortie, c'est pas pour me vanter, mais major de ma promotion. C'est eux qui ont voulu que j'enseigne, c'est pas moi. Moi, je voulais pas enseigner. J'ai été remerciée au bout de 15 ans de contrats renouvelables, évidemment, CDD, parce que sinon, ils n'auraient pas pu le faire comme ça. Précarité de l'emploi à l'université. J'ai été remerciée avec un appel de 45 secondes. 45 secondes. La Sorbonne, lieu de débat, l'éthique, le contradictoire, etc. Non, rien. Là, il n'y a pas eu ni d'éthique, ni de respect, ni mise en place des formes. Passons. 45 secondes, et j'ai reçu un petit courriel avant, comme quoi je ne dirais pas qui l'a écrit, je n'incarnais pas les valeurs de l'université française. Tout ça parce que je filme les civils. Gros paradoxe, parce qu'en 2016, c'est cette même université qui m'a remerciée de façon extrêmement délicate, a demandé à travers certains professeurs de diffuser mon film au sein de l'université. Je ne leur avais jamais rien demandé. Donc en 2016, votre travail était acceptable, et aujourd'hui... On dit bravo. Super boulot. Et aujourd'hui au coin. Et aujourd'hui au coin. Alors, l'INA,
J'ai travaillé des années avec eux. J'ai reçu de mes confrères, je ne citerai pas de nom. Anne-Laure, nous avons le sentiment que tu nous as trahis, tu as trahi la France. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? On va où? On ne peut plus. Non, mais c'est dingue. Je n'ai jamais vu ça. Donc non, le gouvernement français ne m'a pas soutenue. Je pense qu'il ne me soutiendra pas. Mais les institutions françaises qui sont censées incarner un lieu de débat, où on peut encore discuter, etc., je ne demande pas aux gens d'être d'accord. Mais le principe même de la démocratie, c'est quand même la pluralité des points de vue. Et surtout que je suis restée à hauteur de civil. Et ce que je vous raconte là, et j'invite mais tous ceux qui verront cet échange que nous avons ensemble, mais comme je vous l'ai dit, je travaille en open source. C'est accessible, il suffit de taper sur Internet, d'ouvrir quelques livres, si vous n'avez pas le temps. Hein, mais sur Internet, c'est déjà accessible. J'ai repris même le travail de mes confrères qui a été fait, je l'ai mis en ligne, etc. Bon, qu'est-ce qui est critiquable dans ma démarche? Qu'est-ce qui est critiquable? Vous faites de l'information du documentaire qui dérange, donc le contenu dérange, en fait, la réalité dérange parfois. Certes, mais vous savez, on enseigne, en tout cas à la Sorbonne, moi j'ai enseigné pendant 15 ans et c'est là-dessus que j'ai été applaudie pour mes cours. On me demandait d'expliquer l'importance du point de vue aux internautes, aux étudiants. Parce qu'un documentaire, c'est un point de vue sur le monde, basé évidemment sur des vérifications, des faits, etc. Mais c'est d'abord votre point de vue, votre analyse. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir de point de vue. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir de point de vue, non. Donc l'esprit critique dont on va dire qui fait la beauté de notre éducation, on l'a perdu? Écoutez, en tout cas, il est mis à mal. Il est mis à mal, oui. Vous avez donc des conditions de travail qui sont, on va dire, difficiles aujourd'hui, puisque vous avez perdu votre emploi. Comment vivez-vous, comment exercez-vous votre métier? C'est les internautes qui vous soutiennent encore ou Alors oui, conditions difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, soutien des internautes, j'ai eu la chance de pouvoir continuer grâce à une équipe, mais à qui je dois tout, une équipe extraordinaire qui m'a soutenue, qui est ma garde rapprochée, avec qui je travaille. Je cite encore Anaïs, mais il y a tout un tas de personnes de valeurs intellectuelles et qui m'ont appuyé. Donc ça nous a permis d'avancer. On a pu mettre en ligne, parce que le film a été bloqué. Il faut aussi savoir que le travail qui normalement était attendu par des producteurs à mon retour, en mars, quand je suis rentrée, plus personne n'a répondu au téléphone. Plus personne ne voulait voir les images. Vous êtes devenu persona non grata, quoi. Ah bah ouais, c'est bien qu'on puisse dire. De héros à zéro en quelques secondes. Voilà. Heureusement, j'avais vendu des photos sur place, donc ça m'a permis de pouvoir continuer. Et ça, c'est... heureusement, j'ai une équipe qui a suivi. Donc, on a malgré tout fait le film. Malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré des articles corrosifs, on l'a mis en ligne. On a fait ce qu'on avait à faire. On a essayé d'aller au-delà pour que les gens comprennent. Parce qu'à un moment donné, on a fait une pause. On s'est dit, oulala, il va falloir peut-être interviewer des personnes qui éclaireront le grand public à travers une question très simple, c'est comment ça nous est arrivé là. Donc, on a créé une chaîne YouTube. On a interviewé des personnalités diverses et variées qui sont revenues sur l'histoire de l'Ukraine, sur les accords de Minsk, sur les ingérences diverses et variées, pour expliquer que oui, ce conflit ne peut pas être compris à partir du 24 février, mais nécessite un peu de recul. Voilà. On a terminé le film et là, on repart de plus belle et on prépare de nouveaux projets. Donc, on a des propositions aujourd'hui de collaboration. On est en train de peser, etc. Mais c'est moi entre mars et aujourd'hui, c'est mon équipe et les internautes qui m'ont permis de tenir. Voilà. Désormais, s'offrent de nouvelles possibilités que je n'évoquerai pas ici, mais j'ai de la chance d'avoir eu un entourage extraordinaire. Alors, la cohésion sociale, le support des internets, c'est, on va dire, une grande découverte, puisque c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux, que beaucoup d'individus ont conservé leur esprit critique. Donc, ces réseaux sociaux que parfois on essaye de condamner à cause de la censure, il y a encore une information qui arrive
arriver, on va dire, jusqu'au bout et arriver jusqu'à nous. On a nous-mêmes chez François essayé d'amener cette information que j'appelle l'information loyale, c'est-à-dire d'essayer de voir le plus proche possible du terrain. On a un de nos journalistes qui est un ancien observateur de l'OFCE, qui était sur le terrain lui-même dans le Donbass. Il a été au plus proche, donc il savait observer, et il nous a même dit que dans un de ses articles qu'il est passé d'observateur à journaliste parce que les rapports qu'il faisait en tant qu'observateur parfois étaient censurés, et donc on ne retrouvait pas tout en haut ce qu'il voyait sur le terrain. Donc cette différence entre ce narratif et ce réel, nous l'avons vécu, et on a nous-mêmes été ostracisés, critiqués, traités de tous les noms, de complotistes, d'antisémites, de n'importe quoi, avec des anathèmes dans tous les sens. Donc on ne connaît sûrement pas la même fortune que vous, parce que vous avez été sur le terrain, vous avez vécu des choses bien plus horribles que nous dans nos bureaux à faire du travail de bureau. Ce qui m'intéresse, c'est si les auditeurs devaient garder 2 ou 3 choses que vous aimeriez leur transmettre, qu'est-ce que ce serait? La capacité de garder un esprit critique. Essayez, aujourd'hui, on a un outil qui est merveilleux, quoi qu'on en dise, qui est merveilleux, qui est Internet. Et vous pouvez avoir accès à tout un tas d'informations. Il suffit simplement, parfois il faudrait peut-être un peu éteindre le journal télévisé, je critique simplement parce que c'est un flux continu. Donc quand il y a du flux continu, on n'a pas le temps de tout traiter, donc on manque peut-être de précision. Et quand un sujet vous intéresse, eh bien vous avez tout un tas d'experts qui sont très accessibles, qui ont vulgarisé la pensée, qu'il faut écouter. Il y a de super émissions aujourd'hui. Il y a que ce soit l'école de guerre, l'école militaire, l'Ilérie, Thinkerview. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si certains la connaissent, mais enfin, ils font du très bon travail. Où vous avez un travail de fond. Il faut essayer maintenant de diversifier sa connaissance, diversifier l'information que l'on reçoit. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais c'est rester intègre, coûte que coûte. Je pense que c'est une force, en fait. Vous voyez, après tout ce que j'ai vécu, je reviens un peu à moi, mais finalement, si c'était à refaire, je le referais. Parce que j'ai le sentiment d'être resté digne et de ne pas avoir dévié et de ne pas avoir cédé à la pression. Et là, on a un petit, alors c'est léger, mais on a un petit sentiment de satisfaction, le sentiment de l'avoir fait. On sait qu'on ne fera pas bouger les lignes. Aucun film, rien, malheureusement, n'a suffisamment d'impact pour bousculer l'histoire. Mais en tout cas, on peut mettre sa petite pierre à l'édifice. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui écoutent? Mettez votre petite pierre à l'édifice, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, mais mettez votre petite pierre à l'édifice. Restez droit. Je sais que c'est compliqué, on traverse une époque super compliquée. Les gens souffrent, ça aussi on n'en parle pas assez, mais les gens souffrent, les gens en ont marre. Voilà, là, il y a une inflation. J'avais filmé les Gilets jaunes il y a quelques années, les gens sont fatigués. Donc, gardez la force, restez droit malgré tout, gardez son esprit critique, parfois éteindre sa télé parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles et ce n'est pas nécessairement positif. Et garder l'esprit qu'on a tous, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, le devoir, c'est un terme un peu, ça fait un peu pesant, le devoir, je sais, je suis désolée, mais d'exemplarité. Ne copions pas les lâches. Essayons d'être exemplaires. Voilà. À notre juste comme on peut avec nos voisins, essayons d'être exemplaires. Voilà. On peut la lâcheté est quelque chose qui est important, parce que en fait, c'est très facile de se laisser aller et de se laisser aller au conformisme ambiant. On ne s'en rend pas compte, mais on influence chacun à notre manière notre entourage. Donc chacun d'entre nous peut mettre un petit grain de sable dans les rouages et puis ralentir ou réinformer, essayer de se reparler. Notre président a dit en mars 2020, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, avec un petit virus qui nous a distancés les uns les autres. Donc le lien humain est important. C'est fondamental. Et puis il faut aussi se remettre en doute la capacité.
On ne sait rien. Moi, je vous le dis, j'ai beau travailler sur tout un tas de dossiers, il faut qu'on apprenne tous, mais tous, à faire preuve d'humilité. Beaucoup de choses nous dépassent. En fait, quand j'ai posé la question à des gens qui se sentaient dépassés, on va dire, par la quantité d'informations qu'il y avait, et ils ont abandonné, on va dire, essayer de comprendre ce qui se passait en Ukraine parce qu'ils disent c'est trop complexe. Pourtant, des gens intelligents, éduqués, qui ont vécu à l'étranger, qui ont voyagé, qui ont fait des hautes études, ils ont juste tout simplement abandonné. Hein, c'est trop complexe, et ils passent à autre chose. Et donc, ils oublient qu'on est dans une zone de conflit, ils oublient que cette zone de conflit est proche de chez nous, ils oublient qu'on peut justement essayer de jouer un petit rôle. Et on abandonne. Alors, ce petit rôle, on ne peut pas... Oui, on me la pose souvent, cette question. Je suis bien ennuyée parce que je n'ai pas de réponse. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut sortir des discours de haine. Hein, de division entre clans. Ouais. Et donc, il faut arriver à... Vous savez, il y a beaucoup de malentendus quand on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. D'essayer de comprendre. C'est un problème d'empathie aussi. Mais surtout... j'ai rarement vu, alors peut-être que vous pourriez m'éclairer là-dessus, mais est-ce que c'est la première fois qu'autant de personnes se font excusez-moi, démonter dès qu'ils parlent de paix? J'ai l'impression que ça a cristallisé, alors c'est peut-être suite au Covid, je ne sais pas, a cristallisé, mais aujourd'hui, c'est comme si le dialogue, si comme la diplomatie ou le mot paix étaient devenus des mots extrêmement grossiers. Insultants, presque. Mais oui. Mais c'est très étonnant. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est peut-être aussi à l'image d'une société qui communique plus entre elles. Aujourd'hui, le débat, et ça, alors c'est le grand paradoxe, les internautes sont géniaux, et par contre, sur certains réseaux sociaux, il n'y a même plus de débat, il y a une haine qui se met en place, une déferlante, où le dialogue n'est plus possible. Il faut que les gens se ressaisissent. On rappelle que le chef de l'État est quand même le garant de la paix, on va dire. Et donc, il devrait dire « nous sommes en paix ». On devrait chercher à être « nous sommes en paix » plutôt que « nous sommes en guerre ». Donc, en fait, essayer de trouver les raisons pour faire la guerre plutôt que d'essayer de faire la paix, c'est peut-être une des raisons sur lesquelles on peut s'étendre avec peut-être un peu de recul et surtout en se posant des questions, parce que je pense que c'est un bon point, on va dire, la notion de la paix et la notion de la guerre. C'est un peu comme la notion du bien et du mal. On ne sait plus dans quel camp est le bien et le mal. Est-ce que faire la guerre, c'est bien aujourd'hui? Contre quoi est-on en guerre? J'ai même fait un édito de quelle guerre Emmanuel Macron cherchait, quelle guerre il cherchait, pour essayer moi-même de comprendre, on va dire, essayer de restaurer cet esprit critique. Écoutez, Anne-Laure Bonel, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, d'avoir pu balayer un grand nombre de sujets. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, que la situation conflictuelle en Ukraine, elle est bien plus complexe que ça, que le décalage qu'il existe entre le narratif et le réel a toujours existé. Il y a toujours une forme d'autocensure, c'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire sur les médias. Et malheureusement, ça crée des biais. Ça crée des biais dans les informations que les gens ont, ça crée des biais dans les comportements des individus, ça crée des biais dans les opinions. Et peut-être qu'on est arrivé à la limite de tous les biais et qu'il va falloir... Il y a certaines personnes qui parlent d'un great reset ou d'un reset des mentalités. En tout cas, il y a vraiment un point à établir. Peut-être que c'est culturel, il faut arrêter cet élément-là. Vous avez aussi dit qu'il fallait garder sa dignité et surtout rester humble vis-à-vis de l'information. C'est ce qu'on essaye de faire chez France Soir, de rester humble vis-à-vis de cette information, malgré tous les coups qu'on a pris, et on continuera tant que nos lecteurs sont là, tant qu'on a ce soutien. Pareil, on a le même soutien des internautes, des citoyens, des lecteurs, qui nous disent vous faites du bon travail, et c'est plaisant d'entendre ça parce que partout ailleurs on se fait taper dessus. Donc on a pris des bons. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Et donc merci à tous de nous avoir suivis pour cet entretien essentiel où on a quand même essayé de parler de journalisme, d'information, comme je dis souvent, information loyale. C'est difficile de délivrer une information loyale parce que ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité, on ne la détient pas. On essaye de s'orienter dans le bon sens et d'amener cette information le plus proche possible du terrain, parce que parfois c'est sur le terrain que se passe la réalité et la vérité. Merci beaucoup à tous et bonne journée.